Essentiel pour assister à cette communication. Alors aujourd'hui, nous avons Catherine Fournier et Pascal Aventurier du service information scientifique et technique de l'IRD, qui est un service qui est engagé depuis plusieurs années dans l'open access. Alors, de façon plus précise, j'espère ne pas me tromper, donc Catherine est chargée de tout le volet, on va dire, abonnement de l'IRD et négociation dans le cadre du consortium Couperin et de l'open access. Pascal est le responsable du service information scientifique et technique de l'IRD et référent de la question, on va dire, non seulement au niveau de l'IRD, mais un peu au niveau de la France, non, et un petit peu tous les instituts. Oui, effectivement, on participe à des groupes de travail, on travaille avec le consortium Couperin pour définir les accords globaux et donner notre avis. Donc, il y a tout un travail qui est fait en collaboration avec des instituts nationaux et puis aussi avec les autres PST. Voilà, donc il va y avoir une intervention d'à peu près 20 minutes sur la question de la publication en accès libre et aussi sur le volet frais de publication. Et après suivra donc un temps de questions-réponses. Voilà, merci. Donc on vous laisse la parole. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Oui, si vous voulez rajouter quelque chose. Merci voilà. Pour votre accueil. Je vais laisser la parole à... Ok. Donc, on va parler de publication en accès libre et d'APC à payer ou pas. Donc, d'abord, je voulais refaire un petit point de vocabulaire, en fait, parce que les notions, elles ne sont pas toujours très claires. Donc, les APC, c'est les frais de publication qui sont payés par l'auteur ou son institution pour publier en accès libre. Parfois, ils sont payés en amont quand des accords sont signés et négociés par notamment le consortium Couperin. Quand on parle de doré ou de gold, de voie dorée ou gold, on parle de la publication en accès libre avec paiement d'APC. Le vert ou le green, c'est plutôt le fait de déposer un manuscrit auteur dans une archive ouverte ou une archive institutionnelle. Et le diamant, c'est le fait permet de publier en accès libre sans payer ces fameux frais APC, parce qu'au niveau en amont, il y a un soutien financier institutionnel qui existe. Quand on parle d'hybride, ça s'adresse aux revues. Une revue hybride, c'est une revue sous abonnement, mais qui accepte aussi des publications en open access. Donc, en fait, c'est un même titre avec deux types différents d'articles publiés sous deux modes différents, donc open access et classique, sans frais. Attention, quand on parle par contre de revue Gold, on sous-entend une revue qui est intégralement en open access et qui est nativement, le plus souvent nativement en open access dès le départ, ou alors elle a été transformée pour devenir complètement ouverte. Donc, pour publier en open access, vous avez le choix de payer des APC, donc des frais qui sont payés par l'auteur ou son institution, mais il y a un certain nombre de processus ou procédés qui existent qui permettent d'échapper à ce paiement. Alors, dans ce cas, le premier cas que je vais traiter, c'est celui de l'existence d'accords. Donc, c'est des accords quand les accords recouvrent la publication et la lecture, c'est ce qu'on appelle des accords read and publish ou publish and read, ou Couperin appelle ça des accords globaux de lecture et de publication. Donc, ils vous permettent à la fois de lire des revues dans un bouquet et de publier en étant exonéré des frais de publication. Donc, ce qui est pris en compte, alors ça s'applique à tous les établissements, en fait. C'est un peu la règle. Quelqu'un de Kézia, on m'a appelé hier. Donc, oui. Aux personnes qui sont en ligne, merci de désactiver leur micro.
Donc, je reprends. Donc, la règle générale, en fait, ça va s'appliquer pour tous les établissements, pas que l'IRD, c'est tous les établissements qui auront signé ce genre d'accord. C'est l'auteur de correspondance qui est pris en compte, en fait, pour évaluer l'éligibilité à l'exonération. En général, on vous demandera de vous identifier, et c'est plus facile de le faire hein, avec votre nom l'adresse établissement.fr. Donc nous, par exemple, c'est @ird.fr. Et tout ça se passe dans l'interface de soumission où à un moment, il faudra que vous déclariez à quel établissement vous appartenez, ce qui permet d'être exonéré des APC. Donc pour l'IRD, il y a 5 accords qui ont été signés, qui couvrent cette exonération. Donc qui couvrent la lecture et la publication, qui se rapportent à l'auteur de correspondance qui doit être personnel IRD et qui ont un nombre illimité d'APC, donc de possibilités de publier sans payer de frais de publication. Alors, soit on a un cas d'exonération totale, donc vous n'avez rien du tout à payer. Pour des titres hybrides et complètement en open access qui sont éligibles. Hein. Et là, c'est le cas des accords Wiley, Elsevier, EDP Science et PLOS aussi, avec qui on a signé un contrat, donc IRD pour le coup, l'année dernière, qui a été renouvelé cette année. Pour les autres établissements de tutelle, j'ai regardé, l'INRAE n'a pas dû signer l'accord Wiley, le CIRAD l'a fait, et par contre, l'INRAE a dû signer l'accord EDP Science, mais pas le CIRAD. Hein. À vérifier, si vous avez des doutes quant à l'éligibilité par rapport à ce genre d'accord, il faut vous adresser à votre centre de doc ou une documentaliste en charge des abonnements. On a aussi signé un accord avec Science, à l'AAAS, donc c'est l'éditeur de Science, la revue Science, et leur seul titre en open access intégral, c'est Science Advance, dans lequel la remise sur les APC est de 7,5%. Avec des APC qui sont quand même élevés, je crois que c'est autour du 4 000 € ou dollars. Donc ça ne change pas grand-chose. Que vous dire de plus? Avec Wiley, il y a une tolérance par rapport à l'auteur de correspondance. On va plutôt voir son éligibilité par rapport au labo, en fait. C'est-à-dire que si un auteur de correspondance appartient à un labo dont la tutelle a signé l'accord, ça devrait passer quand même. Pourquoi on s'inquiète de cette histoire d'auteur de correspondance? C'est parce que souvent, les tarifs des accords, ils sont calculés sur le nombre de publications en open access qui ont été faites 1 an ou 2 ans avant. Et donc, on essaye de raccrocher les montants à l'institution, en fait, pour qu'il y ait un partage des dépenses. Alors après, il y a cette possibilité donc de publier sous ces accords, hein, sans payer d'APC, mais il y a d'autres moyens de publier sans payer d'APC. Donc le plus connu, c'est le Diamond Open Access, donc c'est le diamant, le modèle diamant, qui qui grâce à un financement institutionnel en amont, permet d'ouvrir à la lecture et à la publication sans frais. Donc il y a beaucoup il y a beaucoup de travail qui se fait en ce moment dans le monde et en Europe autour de la publication diamant. Il y a eu en début 2022 une étude qui a permis de compter le nombre de revues qui sont diamants dans le monde, et il y en a beaucoup, hein, il y en a 29 000. Elle a permis aussi d'évaluer en fait quelles sont les faiblesses et les forces de ces différentes publications. Et à partir de ça,
Un plan d'action a été élaboré que l'IRD a soutenu. Donc, ce plan d'action, en fait, il vise à prioriser les démarches, enfin, les mesures à prendre pour que la publication Diamant comment dire, se prenne de la place, de la force, enfin qu'elle s'établisse vraiment dans le paysage de la publication. Et il y a un projet européen qui s'appelle Diamas, qui travaille particulièrement sur le sujet. Et ils ont, l'année dernière, un sommet mondial sur le diamant a été organisé. C'était à Toluca, au Mexique. Et une des résolution qui est sortie de ce diamant, c'est de former une fédération mondiale pour le diamant qui serait hébergée par l'UNESCO. Et également, ils sont tous réussi à se mettre d'accord sur le fait que pour eux, la publication, c'était un bien commun, en fait. Et qu'il fallait tout faire pour le rendre, lui donner toute sa puissance pour que, au final, le diamant puisse être une voie de publication majeure, en fait, et que les paiements d'APC et autres soient plutôt une voie alternative, en fait, renverser carrément le système. Donc, dans les revues Diamant, j'ai donné quelques exemples. Il y a Global Africa, qui est une publication de l'IRD et d'autres partenaires africains. Nature, Sciences et Société chez EDP Sciences. Le PCI Journal. Des revues d'Epiccience, il y en a 30. Les comptes rendus de l'Académie des sciences qui étaient anciennement chez Elsevier et qui sont passés en Diamant. Des titres chez Open Edition, beaucoup de titres chez Open Edition, et l'initiative qui est un peu ancienne maintenant, mais continue à exister, Scope 3, dans le domaine des physiques des hautes énergies. En fait, il y a un pool de revues qui sont financées, donc en amont par des établissements, ce qui permet de publier gratuitement dans ces titres. On a aussi un autre modèle qui s'appelle le Subscribe to Open. Donc ce modèle-là, c'est un peu un intermédiaire entre les modèles transformants et des modèles plus verts, on va dire. En fait, il est basé sur le principe de l'existence, du maintien des montants dépensés par les abonnés, par les établissements. Et cette manne financière, en fait, elle permet d'ouvrir tout ou partie des titres pour la lecture et pour la publication pour ceux qui continuent à jouer le jeu de l'abonnement. Le problème avec ce modèle, c'est la pérennité, parce qu'il est remis en cause chaque année, parce que l'éditeur doit estimer chaque année s'il aura assez d'argent pour faire fonctionner la revue de cette façon l'année suivante. Parce que souvent, le problème, c'est ce qu'ils appellent les passagers clandestins. En fait, c'est des établissements qui, pour X ou Y raison, ne continuent pas à s'abonner, se disent que bon, c'est en libre accès, donc j'arrête de payer. Mais en fait, c'est le modèle qui nécessite quand même qu'il y ait un paiement quelque part, parce que de toute façon, même, et en particulier pour tout ce qui est ouvert, quelqu'un doit payer quelque part. Là, il y a deux exemples particulièrement connus. C'est Annual Reviews, qui est passé à ce modèle-là il y a quelques années. Et les revues de la SMAI, donc Société de mathématiques chez EDP, et également la revue Astronomie Astrophysique. Et il y a également certains titres de l'IWA, le International Water Association. Je n'ai pas noté, mais c'est aussi le modèle en cours chez eux. Donc après, on passe à des modèles qui sont plus dans le green, dans le vert. Le Green Open Access, c'est le dépôt en archive ouverte du manuscrit auteur.
donc qui est possible avec la loi pour une république numérique. Hein. Donc 6 mois ou 12 mois, donc 6 mois en STM, sciences techniques médicales, et 12 mois SHS. Et en règle générale, on conseille quand même de déposer votre manuscrit dans une archive ouverte ou une archive institutionnelle, parce que justement, c'est pas du coup la publication qui est en accès ouvert, parce que l'article reste fermé, il peut rester fermé, mais c'est la diffusion, pour le coup, qui est ouverte. Et un autre moyen, c'est le Right Retention Strategy. C'est donc la stratégie de rétention des droits qui est assez récent et qui est préconisée par des agences de financement qui demandent maintenant que pour des recherches financées sur fonds publics, l'ouverture soit immédiate. Donc pour une ouverture immédiate, soit vous payez des APC ou alors vous publiez dans une revue couverte par un accord, ou alors vous pouvez appliquer cette stratégie de rétention. Donc, elle consiste à poser sur le manuscrit auteur et toutes ses versions une licence CC BY, donc une licence ouverte. Et elle permet de déposer immédiatement en archive ouverte. Et le PDF reste sous paywall, en fait, il reste chez l'éditeur et en formule sous abonnement. Donc, dans cette procédure-là, en fait, il y a une petite phrase à ajouter sur le manuscrit. Je vous redonne des infos sur la page suivante. Donc, la stratégie de rétention des droits, elle a aussi été soutenue par l'IRD l'année dernière. Donc, c'est un moyen qui existe, qui n'est pas forcément toujours facile à appliquer parce qu'il faut parfois un peu négocier avec l'éditeur, mais certains acceptent sans broncher, en fait. Donc, pour tous ces modèles, hein, avec pas de frais d'APC, on a une publication ou une diffusion en faveur de l'équité. Donc, il n'y a pas de discrimination sur la capacité à payer des APC pour publier, qui est particulièrement importante dans les pays du Sud, par exemple. Hein. Et elle respecte aussi la biodiversité dans la mesure où les publications ont leurs caractéristiques. Dans l'étude Diamant, en fait, il a été constaté qu'il y avait une grande diversité de langues et de sujets aussi qui font la richesse du modèle. Alors, quelques chiffres pour finir, donc des chiffres IRD, parce que je n'ai pas les chiffres pour vos établissements. Depuis 2017, 1,2 million d'euros ont été dépensés en APC à l'IRD, donc cherche pour des auteurs de correspondance IRD, avec 804 APC payés. Le top 3 de ces publications, c'est chez MDPI, Springer Nature et Frontiers. Donc, deux de ces éditeurs chez qui il y a le maximum d'APC payés sont quand même des éditeurs qui parfois posent un peu de problème du niveau éthique mais voilà, bon, ils ont leur fonds de commerce, on va dire, c'est la rapidité de publication pour le plus souvent. Donc, c'est un peu ce qui permet aussi, qui leur permet aussi d'arriver dans ce top 3. Donc, pour résumer, pour publier en OA immédiat sans payer, soit vous publiez dans un accord, dans une revue qui est couverte par un accord signé par votre établissement, ou vous pouvez publier dans un titre diamant, ou classiquement en apposant le CC BY sur le manuscrit auteur. Dans les deux liens là que j'ai donnés, en fait, vous allez trouver plus d'infos pour l'annonciation des droits, et notamment la fameuse petite phrase qu'il faut faire figurer sur le document. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? En fait, moi, j'interviens au niveau de la validation des demandes d'exonération d'APC. En fait, quand vous soumettez votre article sur la plateforme, à un moment, vous allez demander cette exonération. Moi, je vais être notifiée d'une demande et donc je dois valider
Et ce que je regarde, alors pas du tout le contenu de l'article, hein, ça je veux dire, c'est pas là-dessus que je me penche, mais c'est vraiment l'auteur de correspondance, son affiliation, son appartenance à l'IRD. Là, pour le coup, je valide pour l'IRD, moi. Et en fait, c'est vrai que parfois, j'ai pas un auteur de correspondance IRD ou je le retrouve pas, parce que je l'ai vérifié en fait dans l'annuaire de l'IRD. Et quand je le retrouve pas, je creuse un peu, j'essaie de comprendre pourquoi cette demande a été faite et voilà, et je contacte les auteurs, etc. pour essayer de trouver une solution. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions.